Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de WDAC avec Pierre Capillon. Bonjour Pierre. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, en préambule, Pierre, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, donc je suis Pierre Capillon, je suis auditeur à l'ANSSI depuis maintenant 10 ans. Alors, WDAC, qu'est-ce que ça veut dire et à quoi ça sert ? Alors WDAC, c'est Windows Defender Application Control, et c'est une technologie de Microsoft qui a été introduite à partir de Windows Server 2016 pour permettre aux entreprises de contrôler les applicatifs qui sont autorisés sur leur parc selon des critères qui sont plus ou moins stricts et plus ou moins fiables, on va dire. Alors, j'imagine que ce n'est pas toutes les entreprises qui utilisent ce genre de logiciel. Alors, est-ce qu'il y a des contextes plus particuliers dans lesquels c'est utilisé ? Alors, actuellement, c'est très peu utilisé en réalité. Et le contexte principal dans lequel c'est utilisé, c'est quand les gens ils vont être avec une souscription cloud, principalement Azure AD, par laquelle ils gèrent leur parc de post-clients avec Intune, puisqu'en fait ça permet de déployer des stratégies WDAC automatiquement dans son parc, et ça vient avec une collection de stratégies qui sont déjà préconfigurées. Donc du whitelisting qui est déjà configuré pour, par exemple, n'autoriser sur son parc que les technologies Microsoft, que les applicatifs Microsoft, par exemple Office, etc. Mais quand tu dis que les technologies Microsoft, ça fait référence à quoi ? À une signature de code, à une liste de hash connue et publiée par Microsoft ? Est-ce que tu peux lancer PSExec et RunDLL32 quand tu as du WDAC ? Alors, ça va dépendre de la politique. On peut lancer PSExec, RunDLL32, comme on peut ne pas pouvoir les lancer, ça va dépendre. Donc en fait, cette politique, elle va soit être assez laxiste et autorisée en fait sur la base d'un hash ou d'un chemin d'accès, encore pire. Soit elle peut être très stricte et on peut autoriser par signature de code sur la base soit du certificat qui a servi à signer le binaire, soit de la CA intermédiaire, soit de la CA racine, soit même encore plus précis, on peut très bien se dire on n'autorise que les applicatifs qui sont signés par tel certificat si ils disposent de tel EKU, donc le Extended Key Usage, qui est un champ du certificat, un attribut du certificat, qui l'autorise à signer pour un usage donné. Par exemple, quand on fait un serveur web, on va avoir un EKU particulier pour les clients qui vont vouloir s'authentifier avec un certificat sur ce serveur web. Et ben là, ça peut être pareil. Et typiquement, Microsoft a ajouté de tels EKU dans ses certificats pour signer, par exemple, les binaires qui sont livrés avec Windows. Donc ceux qui sont livrés dans l'ISO de Windows de base sont signés avec un EKU particulier qui permet de les distinguer des autres. Donc je ne peux n'autoriser que les binaires livrés avec Windows. Je peux n'autoriser que les binaires signés Microsoft. Je peux autoriser de manière distincte les binaires du store, du magasin d'applications Windows, enfin de Microsoft. Et suite à ça, je peux aussi combiner plusieurs critères. Donc je peux combiner un critère de signature comme celui-ci avec des block lists où je peux bloquer des applicatifs selon d'autres critères, par exemple nom de fichier, version, ou encore hash, ou encore d'autres critères de signature. Et c'est là où on peut bloquer RunDLL32, mais pas le reste. Bloquer de manière indistincte RunDLL32, ça peut aussi poser des problèmes si tu veux, je sais pas, accéder au panneau de config ou tu as des utilitaires légitimes sur ton système qui en ont besoin. Est-ce que tu peux faire un truc à la Tomoyo Linux où tu peux bloquer par exemple par le process parent qui a invoqué l'exécutable ou des trucs comme ça, ou est-ce que c'est purement basé sur le... Est-ce qu'il y a un contexte d'exécution autour de l'exécutable ou est-ce que c'est purement basé sur des critères statiques ? Alors pour l'instant, il n'y a pas de contexte d'exécution qui est appliqué. Par contre, RunDLL32, il va être utilisé pour charger des DLL. Donc en fait, c'est plutôt là-dessus qu'on va jouer. C'est pas sur le RunDLL32 en lui-même. C'est sur quel DLL il va pouvoir appeler. Donc RunDLL32, il est signé Microsoft et il est signé comme faisant partie intégrante de Windows. Mais par contre, les DLL qu'on va l'autoriser à charger, on va pouvoir agir là-dessus, puisqu'en fait, contrairement à d'autres technologies précédentes, peut-être comme AppLocker, peut-être comme les SRP encore plus anciennes, le contrôle sera fait sur chaque binaire qui sera chargé.
au runtime. Donc en fait, c'est le loader PE pour parler technique. Donc le chargeur du noyau qui va charger un exécutable PE, qui va, à chaque fois qu'il va le faire, va vérifier la signature. Et du coup, on va pouvoir mettre une contrainte sur les DLL que RunDLL32 va pouvoir charger, tout simplement. Mais tu as quand même un des filtres qui te permet de filtrer par rapport au processus parent qui exécute le processus fils. Parmi les critères que tu peux mettre dans tes listes d'autorisation. Sur WDAC ? Ouais. C'est pas dans les... T'as en plus ta réputation, t'as processus parent. Et... D'accord. Alors ça c'est très récent. C'est quelque chose qui, en fait, c'est très particulier parce qu'en fait, c'est une technologie qui est liée à l'analyse dans le cloud de Windows Defender. Et c'est pas WDAC en particulier. En fait, ça va être un flag qui va être posé par Windows Defender sur des binaires pour les autoriser ou pas, enfin pour signaler le résultat de leur analyse ou pas. Et c'est ce flag qui va être lu par WDAC. Mais par défaut, il est pas actif. Ce filtre-là n'est pas utilisé par défaut. Alors moi, j'avais utilisé les Software Restriction Policies quand j'étais jeune, c'est-à-dire il y a longtemps. Et en fait, tu ne pouvais pas, enfin, ils ne recommandaient pas de valider les DLL parce que du coup, le temps de chargement des exécutables devenait prohibitif, compte tenu du fait qu'un exécutable Windows va charger 30 ou 40 DLL de base. Est-ce que ce problème a été corrigé? Est-ce qu'ils ont une implémentation un peu plus efficace aujourd'hui? Alors, oui et non. C'est-à-dire que les SRP, ça date de Windows XP. Et c'est quelque chose qui... pour lequel les performances en fait sont beaucoup liées aux performances des CPU de l'époque et des performances des CPU d'aujourd'hui, qui sont quand même passées pour Windows XP de quelque chose qui devait pouvoir le faire tourner avec 200 ou 300 MHz à ce qu'on a aujourd'hui. Au-delà de ça, aujourd'hui de toute manière Windows, quoi qu'il arrive, fait un check d'intégrité sur tout ce qui est chargé comme DLL. Il y a le calcul des hash, des pages qui est fait pour chaque DLL qui est chargé. Donc, de toute manière, une grosse partie de la vérification est faite, quoi qu'il arrive. C'est d'ailleurs ce qui fait que quand, à chaque fois que vous téléchargez un truc et vous double-cliquez dessus, c'est pour ça qu'il vous dit que, attention, ce truc-là vient de l'internet ou je peux pas vérifier la signature, etc. C'est parce qu'une partie de ces vérifications est faite. Alors, sur les exés et après sur les DLL. Actuellement, il n'y a pas d'impact de performance, avec ces vérifications. L'impact de performance, il va se trouver si jamais vous activez les fonctions de virtualisation qui permettent d'augmenter la sécurité de WDAC. Donc ces fonctions de virtualisation, elles s'appellent HVCI, donc ça veut dire Hypervisor Controlled Code Integrity. Et du coup, c'est l'usage de l'hyperviseur pour déporter la vérification d'intégrité des exécutables dans une enclave sécurisée, qui est en dehors du kernel de Windows, qui est sur un secure kernel. Et cette vérification d'intégrité va donc devoir avoir un changement de contexte entre les deux mondes, entre le monde kernel du Windows standard que vous utilisez et le secure kernel. Et c'est ce changement-là qui va avoir un impact sur les performances, et ça va dépendre en gros des fonctionnalités de votre CPU, particulièrement si votre CPU supporte un truc qui s'appelle le MBEC, Mode Based Execution Control. Et c'est une fonctionnalité Intel qui est introduite avec la 8e génération de CPU. Et là, pour les gens qui s'intéressent à Windows 11, on se rend compte que c'est exactement le palier minimum que Microsoft a annoncé lorsqu'ils ont fait l'annonce de Windows 11. Probablement pour des raisons comme ça, parce qu'ils veulent pouvoir probablement imposer un certain minimum de fonctionnalités de sécurité avec un impact zéro sur les performances. Et donc ce mode-là des CPU, c'est ce qui permet à ce qui s'appelle la Virtualization Based Security, VBS, de fonctionner avec un impact zéro. Sinon, il y a un impact à peu près de 5% de performance sur le fonctionnement de Windows pour ces changements de contexte et ces vérifications d'intégrité. Donc, si je comprends bien, on parle de liste d'autorisation et liste d'interdiction. C'est déjà ce qu'on retrouvait dans le principe des HIDS il y a plus de 20 ans. On sait que c'était contourné, on sait que ça avait plein de restrictions. Là, tu dis techniquement, on monte la difficulté pour contourner ça, mais est-ce que c'est efficace à 100% et dans quel contexte? Alors, ça n'est pas efficace à 100%. C'est contournable, il y a des contournements connus, et du coup, il y a aussi des blocklists qui permettent de bloquer les contournements connus. Contrairement aux solutions précédentes, en fait, il faut voir que WDAC va fonctionner 100% du temps sur tous les chargements qui seront faits, voire même pire, sur toutes les pages qui seront exécutées. Si on prend un exemple,
si vous activez les fonctions de vérification de l'intégrité de code protégées par l'hyperviseur et que on s'occupe pas de la partie contrôler les applicatifs en userland et on va regarder pour l'instant que la partie kernel, à chaque fois que votre kernel va allouer une page exécutable, il y aura une vérification d'intégrité de code qui sera faite dessus. Ce qui fait que tout exploit de vulnérabilité qui va être kernel, mais qui va tenter d'allouer une page exécutable, va déclencher une vérification d'intégrité de cette page-là pour vérifier qu'elle soit signée Microsoft. Et donc concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'il va vérifier le bout de fichier exécutable d'où est issue cette page, si c'est votre driver ou si c'est le kernel, etc. Il va comparer la liste des hashes des pages qui sont dans le PE qui est associé à ce fichier. Et si c'est pas dans cette liste-là, la page exécutable, elle sera pas autorisée parce qu'elle n'a pas été signée par le bon signataire qu'on a autorisé dans notre politique. Donc là, un exploit ne pourra pas fonctionner en allouant une page exécutable. Par contre, il pourra fonctionner si jamais il fait du ROP, il fait d'autres types d'attaques. Donc, c'est pas contournable au sens où je vais pouvoir charger n'importe quel code exécutable depuis le disque. Par contre, j'ai toujours des moyens de détourner le flot d'exécution. En gros, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça sera appliqué, quoi qu'il arrive, à chaque tentative d'exécution d'une page pour le monde kernel. Maintenant, soit on peut l'activer pour le mode userland, et donc les applicatifs qui vont tourner dans Windows, de manière stricte ou de manière relaxe. De manière stricte, c'est pas utilisable en pratique sur un PC Windows. Ça voudrait dire qu'en gros, c'est aussi l'hyperviseur ou la partie qui est dans le secure kernel qui va faire cette vérification. De la même manière. Et aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'est pas utilisé sur Windows, c'est utilisé pour le OS de la Xbox. Et l'autre manière la plus relaxe, c'est de combiner cette vérification d'intégrité du kernel à ce que fait aujourd'hui AppLocker pour le userland, c'est-à-dire de protéger AppLocker depuis la partie virtualisée. Et une fois qu'on a AppLocker puisque c'est une version un peu plus puissante de AppLocker, de le protéger à son tour. Et donc là, de rajouter dessus d'autres durcissements de Windows qui vont permettre d'empêcher l'allocation dynamique de pages exécutables, etc. Est-ce que ça revient pas à rendre obligatoire la validation de tout exécutable par Microsoft et par là ouvrir une voie à une certification quelle qu'elle soit? Pas par Microsoft, par celui qui configure les règles de durcissement et les politiques de son poste, de son serveur. Alors oui, puisque en fait, Microsoft dans l'affaire n'a pas pas son mot à dire en fait. On peut choisir la politique qu'on applique de A à Z. On peut interdire Microsoft, dans ce cas notre PC ne démarre pas et voilà. Mais on peut choisir tous les certificats qui sont autorisés. Grosso modo, les seuls qui sont pas vraiment possibles de changer, ce seraient ceux qui sont au tout début du démarrage de la machine ou au tout début du boot. Mais sinon tout le reste est configurable. Mais est-ce qu'on peut autoriser autre chose que des logiciels Microsoft? Oui. En fait, vous pouvez signer vous-même votre binaire et autoriser votre certificat de signature. Même si c'est un certificat qui n'est pas reconnu publiquement et qui n'a pas été acheté par Microsoft, on peut ajouter ce binaire du moment qu'il a été signé proprement à la liste blanche. On l'a pas dit au début de l'émission, mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'en fait, c'est, comme tu l'as dit Pierre juste avant, c'est un AppLocker++. C'est-à-dire que ça garde les mêmes fonctionnalités qu'AppLocker, qui, pour le rappeler, c'est un logiciel qui, je viens de parler de logiciel, mais c'est plutôt une fonctionnalité intégrée à Windows qui permet donc d'autoriser ou pas des exécutables avec chemin, éléments dans le certificat et metadata signés, etc. Et c'est une version plus avancée dans le kernel, mais ça revient à peu près au même. Oui. Après, il y a aussi le fait que ce genre de choses, on en parlait tout à l'heure en antenne, c'est pas souvent utilisé. Premièrement, parce que sur un poste de travail, c'est très compliqué d'avoir la liste exhaustive de tout ce qu'on doit exécuter. Sur un serveur, souvent, c'est plus maîtrisé, donc on peut plus l'activer sur un serveur, encore plus, par exemple, sur un contrôleur de domaine, parce que là, sur un contrôleur de domaine, on n'est pas censé faire tourner 40 000 applications différentes non maîtrisées. Mais sur les postes de travail, par contre, c'est pas très très utilisé. Oui, et pour compléter, AppLocker, le problème, c'est qu'il souffrait de beaucoup de contournements. Et le contournement principal, c'est que d'ailleurs, les gens n'appliquaient pas AppLocker au DLL qui était chargé par les exécutables, et du coup, il suffisait d'arriver à faire charger une DLL arbitraire à un programme pour pouvoir exécuter le code qu'on voulait. Donc il suffit de trouver n'importe quel binaire autorisé qui va charger une DLL de trop,
ou qui va tenter de charger une DLL qui n'existe pas, on la rajoute et à côté on la fait charger et on a gagné. Est-ce que c'est pas une technologie qui serait intéressante dans les environnements industriels? Parce que finalement, dans pas mal d'environnements industriels, on peut savoir à l'avance tout ce qui est susceptible d'être exécuté et faire une liste blanche. Donc ça correspondrait? Alors oui, dans les environnements industriels, d'ailleurs, c'est un de mes petits projets personnels, on va dire. J'aimerais à terme, en gros, que les postes SCADA, par exemple, qui hébergent des logiciels de visualisation, de supervision de processus industriels, qui sont connus pour être très vulnérables parce qu'ils ont souvent des piles logicielles qui n'évoluent pas pendant 10, 15, 20 ans. Ça serait une solution pour permettre facilement l'autorisation discrétionnaire de tel logiciel avec tel DLL et voire d'autoriser l'éditeur à mettre à jour ces fichiers sans que ça casse toute la machine. Parce que avec AppLocker, en gros, soit les gens finissaient par autoriser des dossiers entiers à être genre Program Files par exemple pour héberger des applicatifs, ce qui réduit à néant l'intérêt d'AppLocker, soit ils autorisaient par hash, ce qui réduit à néant la possibilité de mettre à jour. Alors, et donc pour contourner 15 ans, bon c'est peut-être un peu exagéré, c'est vrai dans la gestion technique de bâtiments. Mais dans la plupart des systèmes industriels, maintenant, ça se met à jour. Donc, mais je pense que tu as raison, c'est une très bonne utilisation. Après, c'est aussi beaucoup dans la stratégie de Microsoft d'imposer son MDM, son outil de gestion de flotte, mobile, mais pas que, pour ce travail également, et d'avoir ces capacités de centraliser les configurations et ensuite d'autoriser ou pas des applications, etc., comme le font pas mal de MDM sur le mobile. Alors, oui, ça fait partie de Intune de Microsoft. Ça fait partie de cette stratégie. Je pense que ça fait aussi partie d'une stratégie vis-à-vis du Microsoft Store. Et typiquement, la première tentative qu'on a vue d'utiliser cette stratégie pour verrouiller des PC, ça a été la tentative de Windows 10S, qui était une version verrouillée de base avec une stratégie WDAC qui n'autorisait que Microsoft et les applications du store. Et donc on pouvait pas la déverrouiller sauf si on demandait à Microsoft, c'est-à-dire que notre périphérique était déjà enrôlé dans une espèce de Intune de MS, et pour le faire déverrouiller, il fallait contacter MS, et si on changeait la licence, du coup, ça nous appliquait une nouvelle politique qui déverrouillait ça. Alors pourquoi on peut faire ça? Pourquoi Microsoft peut faire ça et peut empêcher les gens de contourner ça? C'est parce que les politiques d'intégrité de code qu'on va déployer peuvent elles-mêmes être signées, contrairement à AppLocker. AppLocker, c'est la base de registre. Aujourd'hui, WDAC, la politique elle-même, on peut la faire signer par une autorité reconnue. C'est-à-dire qu'en fait, dans la politique, on définit quel est le certificat qui a le droit de signer une politique elle-même, et à partir du moment où on applique cette première politique-là, toutes les suivantes qui seront déployées devront être signées par certificat. Ce qui veut dire qu'on peut se mettre dehors de son propre ordinateur. Mais à l'inverse, ça veut dire que un attaquant va pas pouvoir modifier cette politique, puisqu'elle sera chargée dès le boot. Vraiment, c'est une des premières choses qui est chargée au boot. Et donc derrière, on va être contraint par cette politique si on n'a pas réussi à signer une politique qui est plus laxiste. Et puis concernant le contournement, dont parlait, je sais plus si c'était Johan ou Nicolas, mais après, ça reste un élément de sécurité parmi beaucoup. Et voilà, il fait son job, et oui, ça peut être contourné, mais il y a d'autres éléments qui sont là pour aider à sécuriser. Oui. Puisqu'on parle de contournement, j'ai peut-être une question, mais qui est rhétorique, parce que j'ai la réponse. Comment ça marche avec les interpréteurs tels que PowerShell, C-Script, Python? Ah, ça c'est bien pour contourner justement AppLocker et WDAC. Est-ce qu'il y a des améliorations de ce point de vue-là, ou est-ce que si tu autorises PowerShell, tu peux toujours appeler des API natives derrière et du coup refaire tout ce que tu veux et lancer Mimica sans PowerShell et ce genre de choses? Alors, particulièrement pour ce cas de figure, en fait, Microsoft fait en sorte que dès qu'une politique d'intégrité WDAC est chargée dans le système, PowerShell, et juste PowerShell, sera lancé dans un mode qui s'appelle le Constrained Language Mode. Et ce mode-là interdira en fait le chargement de code natif, de DLL, etc. Donc on peut plus faire ça, on peut même plus faire de import module, etc. Même sur du PowerShell. Voire même pire, c'est qu'en fait, dans les politiques WDAC, on peut n'autoriser que les scripts PowerShell signés, et on peut autoriser de manière discrétionnaire certains scripts signés selon nos certificats, etc.
Mais heureusement, comme Microsoft met beaucoup d'outils dans Windows, tu as certains outils qui, directement en ligne de commande, te permettent d'exécuter du PowerShell et sont whitelistés, donc autorisés dans la liste AppLocker ou WDAC. Il y a le fameux, je me souviens plus, c'est Sync App vPublishing, je sais pas quoi là. Il y a un truc comme ça où tu passes en ligne de commande un mauvais PowerShell, enfin que tu termines, prends une espèce de fin terminée au début. C'est bizarre ma phrase, mais en gros c'est ça. Et après tu exécutes du PowerShell que tu veux juste en ligne de commande. Je reviens sur mon histoire de HIDS pour les vieux qui nous écoutent. C'était maintenable à l'époque. Est-ce que WDAC c'est maintenable? Ça dépend. Faut pas mentir, hein, c'est toujours pas agréable à maintenir. Et c'est là où on voit la stratégie de Microsoft aussi, c'est-à-dire que ils ont un assistant qui est tout bien fait pour Intune. Si on veut pas passer par Intune et par le cloud, il y a beaucoup moins de solutions, c'est beaucoup plus manuel, c'est du XML à éditer, à générer, à éditer et à déployer. Mais ça se fait relativement bien. Le problème aujourd'hui majeur de maintenir une politique WDAC, c'est les mises à jour des logiciels qui sont installés. Et c'est pas tant les mises à jour au sens précédent où ça va nous changer les hash des fichiers, donc parce que là on va plutôt baser ces critères sur des signatures. C'est l'installeur lui-même. En gros, dans ce que j'ai rencontré, et si on prend un cas bateau, on a des machines virtuelles qui sont installées sur des ESX de VMware. On va installer sur ces machines virtuelles VMware Tools, et c'est tout. Comment on fait pour autoriser VMware Tools à fonctionner déjà? Donc on va scanner son système, on va récupérer les certificats qui sont signés par VMware, et qui sont utilisés par VMware pour signer le code des VMware Tools, et on va les whitelister. Une fois qu'on a fait ça, 3 mois plus tard, il y a une mise à jour des VMware Tools. Comment on l'applique? On se dit qu'on lance le setup et que ça va changer les binaires et ça sera bon. Ok, mais le setup lui-même, comment il est signé? Le problème actuel, c'est que tous les assistants de setup, en général, ils vont aller déposer des fichiers binaires eux-mêmes qui sont des helpers juste pour le setup. Et ça, ils vont déposer ces binaires dans temp ou des trucs comme ça. Et ces binaires-là sont généralement soit pas signés dans la plupart des cas, soit signé avec un autre certificat qui est absolument pas lié à l'éditeur. Si on a par exemple les Install Shield ou les trucs comme ça pose des DLL qui sont utilisés juste pendant le setup. Et donc ça bloque le setup de l'update pour les VMware Tools. Donc ça, c'est la partie la plus gênante. Et il y a très peu d'éditeurs qui font leurs updaters de manière propre, signés de manière propre, qui utilisent le même certificat que le certificat du produit, ou alors un certificat qui est facilement retrouvable et qu'on peut facilement autoriser. Voire qui, si on l'autorise, n'autorise pas trop de l'éditeur. Chrome, par exemple, s'update très bien, et VMware Tools, il y a le problème. Mais alors ça, c'est le problème qu'il y avait avec SFP et AppLocker, c'est que soit tu es en mode... soit tu bloques pas, mais en fait, t'as pas de mode learning où tu peux enregistrer, par exemple, tous les hash ou tous les certificats, tous les binaires qui ont été lancés, et ensuite générer une politique à partir de ce dry run. Alors, si les anglicismes. Il existe un mode audit, et on peut lancer WDAC en mode audit. Alors par contre, c'est pas possible de le faire sur un PC sur lequel il y a déjà une stratégie qui est en train de tourner et qui est en mode enforcing, donc qui est forcé. Par contre, sur un PC similaire, et d'ailleurs c'est ce qui est conseillé par Microsoft même quand on utilise tous leurs produits de cloud, etc., c'est de développer ces stratégies sur des PC test et des PC témoins qui ont le même matériel déjà, et de faire les applications de correctifs, etc. dessus, en mode audit, pour justement après reparcourir les logs d'événements et retrouver ce qui a été, ce qui aurait été bloqué pour pouvoir le rescanner et rajouter ça à la stratégie. Et c'est quelque chose qui s'améliore avec le temps, puisque par exemple si on prend les toutes dernières versions de WDAC dans les dernières versions de Windows à ce jour, donc ça va être les versions 21H1 par exemple. Alors, techniquement, ça va être depuis la 19.03. Il y a ce qui s'appelle les supplemental policies. Donc, on a les base policies, qui sont les stratégies de base d'intégrité de code, et les supplemental policies qui vont s'ajouter à ces stratégies de base et qui vont permettre d'autoriser de plus en plus d'exécutables. Et l'idée étant, on fait une stratégie de base pour couvrir le système de base tel qu'on l'a installé avec ses drivers et Windows, et après, on va rajouter des bouts de stratégie qui vont autoriser VMware Tools, qui vont autoriser Office, qui vont autoriser, etc. Et l'idée, c'est de construire ces stratégies de base par produit, ces stratégies supplémentaires par produit,
et justement de les affiner avec le temps, avec les updaters, etc. Mais ça, malheureusement aujourd'hui, c'est pas disponible dans Windows Server 2019. Ça le sera dans Windows Server 2022. Et donc aujourd'hui, il y a 0% du parc serveur qui peut bénéficier de ce genre de fonctionnalités. Pour surtout le niveau de complexité, qui va prendre le temps de faire ça? Sachant que tu vois, toutes les productions aujourd'hui sont à l'arrache, ils sont dépassés par la charge de travail. En effet. Et c'est pour ça que à l'ANSSI, on ne pousse pas l'usage de ces stratégies-là. On espère pouvoir pousser cet usage pour des machines critiques qui ne sont pas censées faire tourner beaucoup de code tiers. Typiquement, l'intérêt principal, il va se porter sur deux types de machines. La machine qui est contrôleur de domaine et la machine qui est poste d'admin d'un contrôleur de domaine. Donc si on reprend les terminologies Microsoft, ça va être les postes d'admin du monde qu'on appelle tier 0, qui est le monde qui peut devenir admin DOM en gros. Et ces machines-là, en général, dessus, on va essayer d'autoriser que le code Microsoft. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus, en fait. Donc un DC, vous pouvez très bien l'installer depuis l'ISO de Windows Server 2019, appliquer tout de suite la stratégie la plus stricte qui n'autorise que Windows, et c'est tout. Et vous pouvez tout faire après pour aller le promouvoir DC. Vous pouvez ajouter le rôle, vous pouvez le promouvoir DC, il va pouvoir fonctionner, etc. Et là, on se retrouve dans un cas de figure où on a un DC qui, de base, aura démarré avec Secure Boot, aura cette stratégie d'intégrité de code, ne fera tourner que des DLL qui seront signés Microsoft, qui seront livrés avec Windows, donc même pas PSExec par exemple. Et sur cette politique de base, on va pouvoir rajouter le durcissement de Windows même. Donc par exemple, si on rajoute Exploit Protection, qui est donc le nouveau nom de EMET, qui sont les stratégies de mitigations pour durcir les applicatifs en userland, on peut rajouter les fonctionnalités très récentes de Control Flow Guard. Il y a une technologie Microsoft qui s'appelle Arbitrary Code Guard qui va permettre de, par exemple, empêcher le JIT. Donc par exemple, tout ce qui est jitter va être interdit puisqu'on ne pourra pas allouer des pages WX en même temps dans un process. Ou à la volée même, on ne pourra pas allouer une page qui soit pas signée Microsoft, soit pas signée par nos certificats autorisés de la stratégie, etc. Donc on peut rajouter tout un tas de durcissements complémentaires avec la garantie que ça ne sera pas touché, puisqu'en fait l'intégrité du vérificateur de ces mitigations sera faite par DeviceGuard et WDAC. Pour nos auditeurs qui voudraient s'initier à WDAC et se lancer dans l'aventure, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, plusieurs choses. Déjà, de lire la doc qui est sur la MSDN, qui est complétée très régulièrement et qui comporte un, entre guillemets, tutoriel pour le déployer et qui explique bien comment on construit une stratégie, le processus de construction d'une stratégie, même manuelle, qui consiste en aller scanner son système avec des critères. On va dire, scannez-le avec le critère du chemin d'accès, des hashes ou des certificats, mais quel type de certificat, etc. Donc ça permet de se familiariser avec le mécanisme. Ensuite, Windows lui-même est livré avec des stratégies d'exemple pour différents cas de figure, pour 5-6 cas de figure. En particulier, il va y avoir deux stratégies d'exemple qui seront livrées avec Windows depuis Windows 18.09. Elles sont disponibles dans le dossier de Windows, dans Windows, schéma, Code Integrity. Dans ce dossier-là, il y aura des XML, et ces XML sont des stratégies qu'on peut directement compiler vers une politique WDAC. Et ces stratégies, il va y avoir par exemple autoriser Microsoft ou autoriser Windows seulement, et il y en a deux à chaque fois, autoriser Microsoft en mode audit ou en mode enforced, ou autoriser Windows en mode audit ou en mode enforced. Et ça permet de configurer un PC qui soit va permettre d'utiliser Windows, le Store, Office, soit qui va permettre d'utiliser son PC avec juste Windows et le Store, parce que Microsoft aime bien rajouter quand même le Store dans tous les Windows. Donc avec ça, vous pouvez tester, et vous pouvez voir que vous ne pourrez pas utiliser, dans la stratégie que vous aurez déployée qui sera Microsoft autorisée, vous pourrez utiliser PSExec. Dans la stratégie Windows seulement, vous ne pourrez pas utiliser PSExec. Est-ce que tu as des retours d'expérience intéressants que tu pourrais partager? Alors, le premier retour d'expérience qu'on a à l'ANSSI, c'est qu'on se sert de cette fonctionnalité en réponse à un incident pour la remédiation après un incident. Et on ne déploie pas en production encore chez toutes les victimes ce genre de solution sur les DC par exemple. Par contre, pendant les phases de remédiation, on s'en sert. Pourquoi? Parce que
pendant une remédiation, on va vouloir réinstaller des contrôleurs de domaine, et par contre, il va falloir synchroniser ces nouveaux contrôleurs de domaine qu'on va réinstaller sur les anciens. Anciens qui sont compromis. Et donc, le risque, c'est qu'un code malveillant soit présent sur les contrôleurs de domaine compromis, et se propage de manière automatisée, ou pas, sur les nouveaux contrôleurs de domaine. Donc comment on fait pour garantir l'absence de persistance de malware sur les nouveaux contrôleurs de domaine, alors que quelqu'un est potentiellement admin DOM en fait. Donc là l'idée c'est que sur ce contrôleur de domaine nouveau, on va déployer cette stratégie avec le maximum de restrictions possibles, de manière à empêcher le maximum de persistance sur la machine. Pas d'exploitation de vulnérabilité, mais de persistance. Donc, sur un contrôleur de domaine nouveau, on va déployer une stratégie qui va n'autoriser que le code Microsoft, que le code livré avec Windows, rien d'autre. On va brancher ce nouveau contrôleur de domaine au réseau compromis, on va le promouvoir dans l'ancien domaine, on va synchroniser le domaine, et dans cette fenêtre de temps, peut-être qu'il sera passé quelque chose. Donc sur ce contrôleur de domaine nouveau, on va aussi avoir mis le durcissement qu'on évoquait précédemment, avec tout ce qu'on peut mettre au maximum pour empêcher pour complexifier des exploits de vulnérabilité. Et une fois qu'on le sort, on va le redémarrer. Comme ça, s'il y avait une exploitation de vulnérabilité qui n'était que en mémoire vive, on va perdre la mémoire vive et ça subsistera pas. Si le malware ou l'attaquant a déposé une persistance sur disque, au reboot, il sera pas autorisé par notre politique. Ce qui fait qu'on le verra dans les logs d'erreur. Si jamais il y a quelque chose qui redémarre après, on le verra dans les logs d'erreur. Et ça permet de simplifier grandement l'analyse forensique d'un décès lorsqu'on fait des opérations de remédiation. Et donc d'avoir des très fortes garanties, puisque c'est la seule machine qu'on va brancher au réseau compromis, ça permet d'avoir de très fortes garanties sur qu'est-ce qui traverse cet événement-là de remédiation. Et donc qu'est-ce qui sera toujours admin DOM à la fin de l'opération. Est-ce que ça permet de reconstruire son système d'information sans repartir de zéro? Alors, déjà, une reconstruction de système d'information ne se fait jamais de zéro. C'est impossible. Déjà, on est obligé de transférer ne serait-ce que la base de l'Active Directory pour la conserver, parce que si on perd ça, on perd tous les comptes, on perd toutes les permissions, etc. Donc déjà, ça, c'est pas zéro. Et il peut y avoir des choses dedans malveillantes, mais qui sont pas du code. Et sur les machines de son parc, dans le monde idéal, oui, ça pourrait permettre de faire ça, puisque ça pourrait permettre d'interdire tout code non connu de s'exécuter. En pratique, c'est pas utilisable comme ça. Faut pas se leurrer, faut pas chercher à s'en servir comme ça ne marchera pas. C'est trop complexe et ça va casser tous les SI. D'autant plus c'est plus sur une phase de transition. C'est plus une phase de transition et ça disons qu'en fait le problème c'est pas tant de l'appliquer, ça va être de qu'est-ce qu'on fait après. Une fois mettons qu'on a une machine qui a été compromise et sur laquelle on applique ça, comment on fait pour relâcher, desserrer les boulons de manière à ce que la stratégie réautorise ce qui était normalement autorisé sur la machine, mais pas les malwares. Mais comment on qualifie pour savoir quel malware on doit continuer à bloquer, etc. Et ben ça c'est très compliqué. Et donc on va pas s'étendre là-dessus maintenant parce que c'est pas trop le sujet, mais c'est pas possible de faire ça de manière réaliste. Et par contre, là où c'est utile pour des gens qui veulent faire de la défense de système, c'est que un cas d'usage qui m'a été révélé par mes lectures sur le sujet par Matt Graeber, qui est un des Américains qui bosse le plus sur le sujet de DeviceGuard, qui est pas chez Microsoft, c'est d'utiliser cette fonctionnalité de WDAC en mode audit à des fins de qualifier sur tout un parc quels sont les binaires qui tournent et quels sont les DLL qui sont chargés partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut déployer le mode audit avec une politique très stricte, genre par exemple Windows seulement, et on regarde tous les échecs, mais en mode audit. Et on centralise les échecs, ce qui fait que vous aurez dans vos logs, et si vous centralisez vos logs, vous aurez dans tous vos logs tous les hashes de tous les binaires, toutes les DLL, de toutes les pages mémoire qui sont chargées par vos binaires sur votre parc. Mais ça, c'est un peu un mode apprentissage, alors ? C'est le mode apprentissage, mais utilisé pour la défense. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez comme ça avoir un log de tout ce qui est exécuté en tout temps sur votre parc, et de manière centralisée, pouvoir passer des marqueurs sur les hashes sur votre parc. Ou un peu comme un sysmon. Un peu comme un sysmon, en moins détaillé, en moins configurable, puisqu'on peut pas choisir des événements système. Là, ça sera que ce qui est chargé comme type d'exécutable. Mais déjà, ça vous permet de repérer les scripts PowerShell, ça permet de repérer les DLL qui sont sideloadés ou des choses comme ça. Bon, alors, est-ce que ça nous protège, est-ce que WDAC nous protège des rançongiciels ? Non.
Non, ça ne protège pas des rançons logicielles. Alors, pourquoi? Parce que ça protège pas des vulnérabilités, en fait. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Mais WDAG, faut voir que ça reste contournable s'il y a une vulnérabilité dans un binaire autorisé. Typiquement, si on prend des vulnérabilités comme Print Nightmare, qui exploite le spooler d'impression, ou Seagrade sur le serveur DNS, etc., vous avez beau autoriser que les binaires officiels de Microsoft, quand ils sont vulnérables, ils sont vulnérables. Donc il peut y avoir de la corruption mémoire. Ça empêchera pas la corruption mémoire. Ça empêchera uniquement l'allocation d'une page exécutable. Donc soit il y a une modification d'une page exécutable, soit une allocation d'une nouvelle page exécutable dans l'exploitation de la vulnérabilité, et dans ce cas ça va avoir un impact. Mais si ce sont des exploitations de vulnérabilité qui se basent que sur du leak mémoire, et des pointeurs, des use after free, du ROP, ou des choses comme ça continue de fonctionner. Ouais, mais ça complique quand même. Ça complique beaucoup, mais par contre, c'est pas seul, ça ne défend pas des vulnérabilités. Et donc, si on reprend les anciennes classes de vulnérabilités qui ont été découvertes, typiquement, je me souviens plus très bien des détails, mais si on reprend MS-1710 qui était avec WannaCry et NotPetya, je crois pas me souvenir qu'il y avait d'allocation de pages exécutables. Où certains exploits pouvaient le faire, etc. Donc, on pourrait bloquer la classe d'exploit qui alloue des pages exécutables, mais pas ceux qui le font pas, ou qu'on n'en a pas besoin. Et du coup, il faut combiner WDAC avec les autres mesures de durcissement qui sont dans Windows maintenant de base, pour augmenter encore plus la complexité. Donc, par exemple, il y a CFG, Control Flow Guard, qui va vérifier le graphe de flow de contrôle d'un programme pour essayer de limiter autant que possible l'Europe. Pareil avec CET, qui est maintenant dans les CPU Intel 11e génération, où on a une shadow stack qui est une pile d'appels qui est comparée à chaque retour de fonction pour vérifier si elle était bien appelée et qu'on n'a pas détourné le flow d'exécution depuis l'entrée dans la fonction, etc. Donc c'est en combinant tout ça qu'on arrive à augmenter significativement la défense. Pourquoi? Parce que WDAG va permettre d'assurer l'intégrité de ce contrôle lui-même. L'Europe, c'était, pour nos auditeurs, le Return on Programming. Return Oriented Programming. En fait, c'est une technique d'exploitation qui consiste à voler des morceaux de code dans un programme existant en branchant au milieu d'une fonction juste avant son point de sortie pour aller exécuter quelques instructions et ensuite revenir à une adresse que tu contrôles sur la pile. Et les techniques donc de Shadow Stack, par exemple, c'est d'avoir l'adresse qui est stockée quelque part dans un endroit qui n'est pas facilement modifiable. T'as d'autres techniques, t'en as une, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, il y a une instruction que tu mets au début de ta fonction qui, sur les processeurs anciens, est une instruction sans effet, mais sur les processeurs modernes, ça marque le prologue de fonction. Et du coup, le processeur va refuser de brancher dans une fonction si la première instruction qui s'exécute n'est pas celle-là, par exemple. Donc il y a plein de techniques de mitigation qui ont été ajoutées, avec plus ou moins de succès et qui sont plus ou moins déployées. Mais voilà. Après, je suis pas tout à fait d'accord avec. Enfin, à ma connaissance, les ransomware, depuis NotPetya, la plupart des ransomware modernes n'utilisent pas de failles. C'est juste des bonnes vieilles GPO qui sont posées sur un AD et qui sont déployées sur tout le parc par un compte admin de domaine qui a été volé, quoi. Donc il y a plus vraiment d'exploitation ou de faille quelconque. Non, pour les ransomware, il y a pas vraiment d'exploitation de failles. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est pas le ransomware lui-même qui est facilement bloquable, c'est que les groupes d'attaquants qui déploient des ransomware cherchent généralement à compromettre un contrôleur de domaine pour se servir de la position réseau du contrôleur de domaine pour atteindre toutes les machines. Parce qu'en fait, ils voient toutes les machines dans la plupart des cas, quasiment directement. Ou alors, il est contacté par toutes les machines pour aller chercher justement dans les GPO, dans les sysvols, les infos du ransomware. Et du coup, si on peut complexifier déjà la vie des attaquants qui cherchent à devenir admin DOM, c'est déjà pas mal. Ne serait-ce que ça. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que les techniques à la Metasploit, les techniques à la Configure et autres, où tu exploites des failles, sont de plus en plus rares en 2021. En effet, maintenant, l'histoire plus ou moins récente avec Print Nightmare montre qu'il y a quand même encore des vulnes sur les DC qui risquent d'être très utilisées de manière très vaste, d'être démultipliées dans leur effet, puisqu'elles permettent de devenir admin DOM instantanément. Donc ça reste un sujet. C'est pas un sujet qui est beaucoup
qui sera à la mode dans les ransomware, mais par contre, ça en reste un qui peut avoir un effet de levier important. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose que je conseille dans le but de se protéger des ransomware. Ça n'est pas l'objectif de WDAC. Et Print Nightmare n'exploite ni Stack Overflow ni Heap Overflow. C'est vraiment une faille de conception de Windows. En effet. Tout comme la faille Exchange avant elle, etc. Et par contre, pour Print Nightmare, donc la vulnérabilité serait de permettre de pouvoir charger un driver d'imprimante qui est stocké sur un partage réseau à distance, par exemple, qui serait récupéré par le DC en l'occurrence, et chargé localement. On pourrait avoir une stratégie d'intégrité de code qui n'autorise que les drivers que l'on connaît à être chargés. Et du coup, aucun autre driver pourrait être chargé en fait sur ce DC. Alors on pourrait avoir des drivers whitelistés qui sont vulnérables, mais on ne pourrait pas accepter le chargement de ce driver. Tu as cité 2 outils qui viennent en complément de WDAC. Est-ce que ces outils se gèrent quel est le niveau de complexité de gestion de ces outils? Alors aujourd'hui, il est assez faible ce niveau de complexité puisque c'est intégré complètement à Windows 10 et Windows Server. Et donc c'est soit une GPO ou un paramètre de base de registre en gros pour les activer. Et pour les mêmes c'est encore mieux que ça, c'est-à-dire que Microsoft a fait beaucoup d'efforts pour le démocratiser même sur les PC grand public. Donc vous pouvez aujourd'hui utiliser ces outils-là en allant dans le panneau de configuration et le panneau de configuration de la sécurité de Windows. Il y a un encart qui est la protection de votre matériel. Donc en anglais c'est le Device Protection je crois. Où dedans on peut régler ce qui s'appelle Exploit Protection, la protection contre les exploits de vulnérabilité. Et dedans on a le paramétrage qui permet de mettre processus par processus, control flow guard, CET, toute la protection contre l'Europe qu'on évoquait, ou arbitrary code guard, etc. Donc ça s'appelle Exploit Protection dans Windows. Et il y a juste des cases à cocher on/off pour ces processus pour rajouter la protection sur un processus donné. Et les impacts en termes, je veux dire, est-ce que après avoir activé ça sur ton PC, est-ce que tu peux continuer de travailler ou Alors ça va dépendre des fonctionnalités. C'est pour ça que Microsoft limite le nombre de fonctionnalités qui sont activables par défaut sur tout le système par rapport à celles qu'on peut activer processus par processus. Et donc il y en a certaines qu'on peut justement activer processus par processus pour tester, voir si ça fait planter et désactiver pour ce processus. Ok, merci Pierre. Je ne sais pas si d'autres contributeurs ont des questions. Sinon, est-ce que tu voudras apporter le mot de la fin? Eh ben, messieurs les admins, intéressez-vous sérieusement à WDAC, surtout pour vos contrôleurs de domaine, et puis dès que vous avez des Windows sur des systèmes industriels. Alors déjà, je pense que sur les contrôleurs de domaine, ça aurait un effet extrêmement bénéfique, puisque si on pouvait garantir l'intégrité de ces machines, qui n'ont besoin de quasiment aucun autre code pour fonctionner, si ce n'est vraiment aucun autre code, ce serait un surplus assez important pour la sécurité des réseaux. Pour le reste, on verra plus tard. Bon, eh bien, Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.